Que sait-on de la guerre de 1990? Personne ne s'en souvient ici sauf moi. Date par date, prénom par prénom, je pense. Oh, pas tous, pas les dizaines de milliers, mais beaucoup sont dans ma tête, les pauvres disparus. C'est ça la vraie histoire. Il n'y a ni livre, ni film, ni témoin pour 200 000 morts. Le silence. Tu ne dis rien, hein? On ne vous l'a pas enseigné à l'école, la guerre civile. Tu leur réponds quoi aux gens qui voient ça? Moi, j'avais 25 ans quand cette guerre a commencé. Elle a démarré chez nous, dans notre librairie, à Batna. Je te jure, en mars 1992. Bienvenue dans notre émission Au gré des pages. Aujourd'hui, nous recevons un auteur qui bouscule la littérature, qui réveille la mémoire, avec une écriture qui interroge la religion, la liberté individuelle et surtout le droit de raconter. Une parole libre qui lui vaut beaucoup d'admirateurs, mais aussi beaucoup de détracteurs. Nous recevons Kamel Daoud, écrivain, journaliste et chroniqueur. Kamel, bonjour. Bonjour, Bienvenue dans notre émission sur ce merci. plateau de Zitata. Bienvenue euh, en Martinique. Nous sommes honorés de vous recevoir, Kamel, ici. Et vous êtes un écrivain algérien, franco-algérien, né en Algérie. Vous avez écrit de nombreux romans, essais, tribunes, et vous venez de publier votre dernier ouvrage avant qu'il ne soit trop tard. Mais nous vous recevons ici aujourd'hui pour parler de votre ouvrage Ouris, publié chez Gallimard en 2024, pour lequel vous avez obtenu le prix Goncourt 2024. Alors, je l'ai dit, vous êtes en Martinique, vous êtes ici dans le cadre du festival En Pays Rêvé, organisé par Victor Laszlo, cette édition 2025. Vous êtes donc en Martinique, sur les terres de Frantz Fanon, qui se considère comme un citoyen algérien qui s'est fortement impliqué dans la guerre pour l'indépendance de l'Algérie, une figure majeure. Euh, Quel est votre sentiment d'être ici, sur sa terre natale? Écoutez, Fanon reste toujours et encore, il restera très longtemps comme un personnage fascinant, un écrivain fascinant, un théoricien fascinant, un militant fascinant aussi. Donc être en Martinique pour moi, d'ailleurs en arrivant, je me suis lancé à la recherche de sa maison natale. Donc j'interroge tout le monde et je tape à toutes les portes pour retrouver l'endroit où il est né, où il a grandi, où il a passé ses premières années. Donc c'est quelque chose de très signifiant pour moi. Absolument, vous pourrez retrouver rue de la République, sa maison natale, même si elle n'existe plus aujourd'hui. Euh, je l'ai dit, votre livre, Ouri, a été publié il y a plus d'1 an. Vous avez été pris au moment de sa sortie dans un tourbillon d'émotions, à la fois de joie par rapport certainement au prix que vous avez reçu, mais aussi un tourbillon d'attaques. Où en êtes-vous 1 an après? Non, c'est-à-dire pour être dans la complexité, c'est peut-être une partie de l'histoire qui est maintenant, je dirais, mondiale, qui est connue, mais moi, les rapports que j'ai avec ce que vous appelez les attaques, etc., ce sont les rapports qu'ont beaucoup d'intellectuels et d'écrivains depuis toujours en Algérie. C'est quelque chose de coutumier. C'est une relation houleuse qu'ont les écrivains avec l'histoire algérienne, avec ceux qui monopolisent l'histoire algérienne, avec le récit algérien. Donc je ne fais pas exception. Euh, Pendant la guerre civile, il y a eu beaucoup d'écrivains qui ont été tués, etc. Donc ça, ce n'est pas une exception. C'est une révélation peut-être pour le public français et mondial, mais dans l'histoire algérienne, c'est coutumier. Euh, Mon deuxième point, Houry, dès sa parution, je dis bien dès sa parution, le 16 août 2024, à partir du 20 août, je commençais à lire des attaques par médias interposés. Pour nous, en Algérie, on décode facilement un peu où va le vent à partir de certains éditoriaux. Donc, les attaques ont été virulentes dès le début. Et je trouve ça attendu et normal. Je touche à une guerre civile, à une mémoire douloureuse. Donc, il y a des réactions de gens qui sont encore blessés. Il y a des réactions de gens qui ne veulent pas
que l'on parle et donc qu'on exhume et qu'on les ramène à leurs propres actes, etc. Si ce roman avait été rwandais, par exemple, je n'aurais pas eu beaucoup de soucis, parce que le Rwanda est en train de faire un travail de mémoire, d'apaisement et de deuil. Disons que les réactions par rapport à Ori en disent beaucoup plus sur l'Algérie que sur le roman lui-même. Dans un pays qui fait un travail de deuil, qui fait le travail de mon personnage, par exemple, ce n'est qu'un roman, ce n'est pas plus. Maintenant, pour résumer, quand vous êtes franco-algérien et que vous écrivez en français, que vous publiez un roman sur une guerre civile que l'on cache de l'autre côté, et que ce roman soit primé par le prix Goncourt, bah, vous avez coché toutes les cases pour avoir des réactions passionnées et passionnelles surtout. Donc, je peux m'expliquer un peu la chose. Ceci dit, quand on est écrivain franco-algérien ou peut-être dans des pièces d'histoire comme Martinique et la France, l'Algérie et la France, etc., on est investi de beaucoup de choses qui nous dépassent. Ce n'est qu'un roman. Ce n'est pas le livre de l'histoire, ce n'est pas le livre d'un politicien, ce n'est qu'un roman. Et nous avons le droit d'écrire et d'imaginer ce que l'on veut. Absolument, d'écrire votre roman. Alors, si on revient à votre ouvrage, hein, qui est exceptionnel et qui m'a vraiment bouleversée, c'est l'histoire de Aube, une jeune coiffeuse de 26 ans, qui est la seule rescapée de sa famille suite au massacre dans son village alors qu'elle avait 5 ans. Et elle en conserve une cicatrice grave qui lui balafre la gorge, hein, une cicatrice de 17 cm qui la prive de l'usage de la parole. Et elle décide de faire un voyage retour dans son village d'origine pour essayer de mieux comprendre. Donc à la fois, c'est une quête de mémoire à travers cette route interminable qu'elle traverse. Elle est enceinte. Et elle parle à son enfant pendant tout votre ouvrage, avec ce fameux dialogue intérieur important. D'où vous est venue cette idée d'écrire cette histoire et de donner la parole à une femme qui a failli être égorgée et de surcroît enceinte? Écoutez, on me pose souvent la question et la réponse est toujours la même. D'abord, la guerre civile, c'est quelque chose que nous avons subi en Algérie. Je fais partie de cette génération qui a vécu cette guerre. Donc, je ne dis pas que je l'ai vécu plus que d'autres, ou moins que d'autres. Il y a des gens qui ont perdu des êtres chers. Donc, mais on a tous vécu cette période-là. Moi, ils m'ont volé quand même les meilleures années de ma vie, de 20 ans à 30 ans. Ça a été pris par cette guerre civile. Donc, il y a toujours chez beaucoup d'Algériens cette envie de raconter et en même temps cette gêne à raconter cette guerre civile. Donc, il y a toujours cette tension. Et depuis le début, en tant que journaliste, j'ai eu beaucoup d'informations, j'ai eu accès, j'étais sur les lieux des massacres. Et donc, il y a des choses que l'on peut raconter dans un article de presse, mais il y a des choses qui restent en vous. Et il n'y a que la littérature qui peut raconter, qui peut s'approcher au plus près de ce qu'on appelle la vérité. Donc, quand vous vivez une guerre, est-ce que l'information l'épuise? Non. Il faut de l'art, il faut de la littérature, de la peinture, du documentaire, du film, du témoignage, il faut beaucoup de choses. Donc, j'avais toujours eu envie, comme beaucoup d'Algériens, de raconter mon histoire de la guerre civile. Ça, c'est le premier point. Maintenant, le deuxième, c'est comment la raconter. Et ça, c'est la difficulté. Quelque chose qui est très douloureux, démonter le langage. Quand on a trop mal, on perd les mots. Et quand la douleur elle est collective, on perd le moyen de la raconter. Donc, dès le début, je me suis dit, comment je vais raconter? Et finalement, j'ai opté pour la solution la plus simple. C'est ce que je fais toujours dans mes écrits. Je me suis dit, je vais raconter l'histoire de la guerre civile algérienne et la difficulté de la raconter. D'accord? Et le mieux dans ce cas-là, c'est quelqu'un qui a perdu la voix. Et le mieux dans ce cas-là, c'est une femme. Parce que c'est la femme qui paye le plus durant les ruptures politiques, les conflits, et dans le monde arabo-musulman. Donc je me suis dit, le mieux, c'est la femme. Et en dernier, je me suis posé une question technique. Vous savez, on ne peut pas maintenir l'attention du lecteur sur 400 pages avec un monologue. Personne ne peut réussir ça. Donc dès le début, je me suis dit, il faut que je trouve le moyen de raconter. Il y a des moments heureux dans la vie d'un écrivain quand il arrive à découvrir la bonne métaphore, ce que j'appelle la métaphore profonde d'un livre. Et dans ce roman, d'un coup c'est venu, je me rappelle très très bien, c'est une femme qui parle à la vie dans son ventre. Et là aussi, j'ai opté pour la solution la plus simple. Je me suis dit, il y a beaucoup de livres, de films où on raconte le dernier moment de quelqu'un. Vous savez, on tient la main, oui. Il vous raconte qu'il vous a aimé alors qu'il ne vous l'a jamais dit, ou il vous raconte, j'ai caché tout l'argent de la famille là-bas, etc. Et j'ai pris juste l'inverse. J'ai dit, ça c'est le dernier dialogue.
Quel est le premier dialogue? C'est celui d'une femme avec la vie dans son ventre. Et d'un coup, ça s'est emboîté. C'est le discours de la mort avec la vie. C'est le discours d'une femme avec sa fille. C'est le discours d'un écrivain avec son lecteur. Et il y a des métaphores heureuses qui arrivent. Donc, les gens me demandent, j'ai mis combien de temps à écrire ce roman? Techniquement, très rapidement. Mais réellement, ce sont des choses qui sont en vous pendant longtemps. Une gestation, justement. Pour une femme, et je m'aventure là où je ne peux aller que par la métaphore, ça dure 9 mois la grossesse, l'accouchement dure quelques heures peut-être, etc. Mais c'est un peu ça. On a toute une vie où quelque chose vous oppresse, et puis arrive le moment où ça sort. Alors justement, vous avez mis presque 20 ans en fait à sortir ce livre, depuis la fin de la guerre à aujourd'hui. Est-ce que c'est ce temps de gestation que vous avez pris pour pouvoir vous exprimer sur cette guerre? Non, je pense que je fais partie de Qu'est-ce ces qui a gens-là. déclenché justement cette écriture? Oui, je pense que je porte toujours mes histoires d'une manière simultanée. Toutes les histoires. Là, j'ai 4 ou 5 romans en tête. Et puis, il y a un moment où l'un d'eux se détache parce que les circonstances, comme vous le dites, s'y prêtent. Donc, il y a un moment où vous y allez. Vous optez pour cette histoire-là. Ori, c'était le moment où j'ai quitté, quasiment forcé l'Algérie. Donc, j'arrive en France et je m'installe. On est en août 2023. Et là, je commence à écrire immédiatement, 15 jours après. Alors, les gens croient, ils ont le droit de dire que c'est le roman de la guerre civile algérienne, c'est un des romans sur la guerre civile algérienne. Au fait, non. On n'écrit pas des livres d'histoire au sens de l'historien. On écrit des livres pour revenir à la vie. Oui. Tous les livres sont comme ça. Donc moi, Ori, c'est une question fondamentale. Est-ce qu'il y a une vie après les morts, après nos morts? Comment revenir à la vie? Comment être heureux? Comment donner du sens? J'arrive en France et je me dis, c'est une période de ma vie qui vient de finir, je vais commencer une autre, et je vais commencer une autre de manière apaisée, sans conflit, sans en vouloir aux autres, sans être dans la violence, l'agressivité, etc. Je m'apaise, je reviens à la vie. Et Uri raconte comment on revient à la vie. C'est une manière pour vous de revenir à la vie aussi? Tout simplement. Il y a un noyau dans chaque roman. Dans ce roman, c'est une phrase. Et cette phrase est simplement, les gens qui sont morts pour que nous soyons vivants, Oui. pas pour que nous soyons des morts comme eux. Donc, pour moi, l'histoire algérienne, il y a des gens qui sont morts héroïquement pour la liberté algérienne, pour que moi, Kamel Daoud, je puisse être heureux, libre, faire des siestes, grimper aux arbres, nager et rire aux éclats. C'est le seul moyen de payer leur sacrifice. Mais venir à la vie, pleurnicher tout le temps, dire que c'est la faute de l'ex-colonisateur, etc., ce n'est pas rendre justice au sacrifice de mes aînés. Donc, ce roman, c'est le roman du retour à la vie. C'est ça, c'est comme votre héroïne, Aube, elle s'attache à la vie pour pouvoir vivre pour sa sœur qui a été tuée. Tout simplement, c'est vers la fin qu'elle comprend, on ne va pas spoiler le roman comme on dit, mais elle comprend que le message des morts n'est pas celui que l'on croit. Les morts ne nous demandent jamais de les imiter. Jamais. C'est nous qui croyons ça. Quand nous perdons quelqu'un dans la famille, quelqu'un autour de nous qui nous est cher, on croit que refroidir notre corps, refuser l'affection, ne pas parler, c'est lui rendre hommage. Non. Soyons heureux, c'est ce que croit mon personnage. Ça. Et cette idée du bonheur, elle est centrale chez moi parce que je suis né dans un pays qui a été malmené. C'est l'Algérie. Guerre civile, guerre d'indépendance, occupation des Romains, les Espagnols, les Ottomans, etc. Il n'y a pas chez nous une théorie du bonheur. Il n'y a pas quelqu'un qui dit « Maintenant, nous avons un pays, soyons heureux, allons nager. » Allons nager au lieu de parler tout le temps des morts. Et ça, c'est une question fondamentale. C'est pour ça que je n'aime pas être enfermé dans ce que vous avez appelé détracteurs et admirateurs. Tout cela importe peu. Qu'est-ce que l'un détracteur? C'est quelqu'un qui n'est pas d'accord avec moi. On est toujours le détracteur de quelqu'un d'autre. Absolument. Alors, votre livre sort alors qu'il est illégal de publier un livre en Algérie évoquant cette guerre civile. Il existe toujours une charte pour la paix et la réconciliation nationale, comme c'est écrit. Et vous rappelez d'ailleurs en préambule de votre livre l'article 46 qui est très, très explicite. L'enjeu pour vous de cette prise de parole, est-ce que pour vous c'était important d'écrire alors que c'est interdit? Qu'est-ce qu'on peut interdire? Vous savez très bien que les choses qui sont nécessaires, on les fait, on les accomplit d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas parce que c'est interdit que... Je n'ai pas réagi à une interdiction. Non, j'ai réagi par rapport à une nécessité qui est en moi. D'accord? Que ce soit interdit ou pas, ça c'est le problème des politiques.
Mm. En tant qu'Algérien, j'estime que peut-être les premières années après la guerre civile, on avait besoin d'une loi pour calmer, pour apaiser, pour que les blessures soient moins douloureuses et pour sortir du cercle vicieux de la vengeance. Mm. Mais je pense que 20 ans après, nous avons un devoir de mémoire vis-à-vis des enfants, Oui. vis-à-vis de la question de l'islamisme, de sa dangerosité, vis-à-vis du respect vis-à-vis des gens qui sont morts. Nous ne pouvons pas continuer à rendre hommage aux morts de la guerre de libération en marchant sur les tombes des victimes de la guerre civile. Nous devons respect pour tous les morts. Nous devons l'hommage pour tous les morts. Et vous savez pourquoi? Si nous ne respectons pas nos morts, quels qu'ils soient, nous n'allons pas respecter ni nos vies, ni les vies de nos enfants par la suite. Nous ne pouvons pas hiérarchiser nos morts et demander aux autres de respecter nos vivants. Vous savez, on m'a toujours posé cette question, c'est pourquoi, quand il y a 3 Suisses ou 3 Allemands ou 3 Japonais ou 3 kidnappés au Nigeria, tout le monde en fait quelque chose, et après il y a 100 morts par Boko Haram, personne n'en parle. Si nous étions capables de respecter nos vivants, le reste du monde respectera nos morts. Tout à fait. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez vécu cette période quand vous étiez en Algérie, vous êtes journaliste. Comment faites-vous la part entre votre métier de journaliste qui vous a amené à être témoin de réalité et votre part d'écrivain avec une part romancée aussi? Il n'y a pas de cloisonnement. Je fais partie de Est-ce que ces vos écrivains. personnages sont issus de la réalité, en fait? On ne peut pas écrire des romans si on ne rencontre que des extraterrestres. On rencontre des gens autour de soi qui font partie de votre histoire, parfois accidentellement, on rencontre des inconnus, on a des anecdotes, on a des personnes qu'on a croisées. On ne peut pas raconter une guerre civile à partir de rien, il ne faut pas exagérer. Je veux dire, vous imaginez quelqu'un qui va raconter la Deuxième Guerre mondiale à partir de rien du tout, ça n'existe pas. Je fais partie de ce monde, et le monde fait partie de moi, et j'écris à partir de ce lien, les uns et les autres. La guerre civile algérienne, nous l'avons subi. C'est quelque chose qui fait partie de notre mémoire. Occulté ou pas, on peut confectionner de l'oubli, mais ça ne passe pas. Donc nous avons tous des millions d'anecdotes autour de nous, des milliers de personnages, des milliers de rumeurs, de cauchemars aussi, de rêves. Donc moi, j'écris à partir de mon vécu et j'y ai droit, comme tout un chacun. Absolument. Alors, vous faites dans votre ouvrage beaucoup référence au langage intérieur par rapport au langage extérieur, ce langage intérieur de cette femme qui parle en fait à son enfant, un langage intérieur entre la mère et l'enfant qu'elle porte. Quel sens vous donnez à ce dialogue intérieur? Qu'est-ce que ça représente pour vous? Et est-ce que c'est quelque part votre réflexion que vous nous livrez? Je ne pense pas qu'on écrive des romans avec des idées. On écrit avec des émotions, des interrogations. Quand j'ai parlé dans ce roman, mon héroïne parle, pas uniquement elle, même les autres femmes qui sont dans ce roman, parce que c'est un roman où il y a beaucoup de personnages femmes, il y a cette scission entre la langue intérieure et la langue extérieure. Quand vous êtes un franco-algérien, on va vous dire immédiatement, la langue intérieure c'est le français, la langue extérieure c'est l'arabe, de manière simplifiée. Ce n'est pas vrai. En fait, nous avons tous une langue intime, Oui. intérieure, une langue amoureuse, ou de haine parfois, ou de colère, la langue avec laquelle que nous utilisons pour parler à nos morts, à nos parents, à nos enfants, à nos rêves, et à nous-mêmes d'ailleurs. Ouais. Et puis il y a la langue extérieure, celle des conventions, des lois. Et écrire, c'est un peu passer d'une langue à une autre. Utiliser la langue extérieure pour aller vers le flux intérieur, utiliser le flux intérieur pour rafraîchir la langue extérieure. Et c'est ça ce qui fait l'un et l'autre. Pour moi, cette langue intime, c'est la langue universelle. Une mère regardera, dira des mots peut-être en allemand à l'un de ses fils qui ne comprend que le japonais. Toujours est-il qu'il y a entre eux le lien de cette langue intérieure qui fait qu'ils se comprennent. Nous nous comprenons. Et bien sûr, les idiomes, les langues, etc. sont là, parfois avec des crispations. Je suis arabe, je suis français, je suis anglais. Mais au fait, quand on aime, vous voyez, on peut tomber amoureux de quelqu'un qui ne parle pas notre langue. Bien Et sûr. pourtant. Ouais. C'est vrai que ce langage intérieur, vous faites passer beaucoup d'émotions à travers votre écrit. Vous l'avez dit tout à l'heure, les femmes sont importantes. Dans votre livre, la place des femmes est très importante. Aube, qui est votre personnage principal, elle conduit, elle fume, elle ne porte pas le voile, elle est un peu rebelle, elle est à la fois libre.
est-ce que c'était une volonté de décrire la femme sous cet aspect? Et est-ce que vous considérez que cet ouvrage, quelque part, c'est un hommage aux femmes que vous faites? Tous mes écrits sont un hommage aux femmes, une fascination pour la femme, parce que pour moi, c'est quand même, je veux dire, c'est quelque chose de tellement évident et en même temps, c'est totalement mystérieux. C'est la femme qui donne la vie, qu'on le veuille ou pas. C'est la femme qui donne la vie, c'est elle qui accouche. Nous, nous sommes autour avec nos lois, nos regards, nos généalogies, nos noms de famille. Mais c'est la femme qui fait le travail, c'est pas l'homme. Donc, tous mes ouvrages vont dans ce sens-là. Toute ma réflexion aussi dans la vie va dans le sens sur quel est l'état du monde que vous appelez arabe. C'est quand même des territoires où pas tous, je généralise juste pour la conversation, où la femme souffre beaucoup. Quand le monde va mal, on se retourne contre les femmes. Quand j'ai publié ce roman le 16 août, le 20 août, les talibans ont légiféré sur l'interdiction faite aux femmes de parler à voix haute et de rire dans l'espace public. Donc ce n'est pas moi qui invente tout cela. Le réel est plus invraisemblable que ce que je raconte moi-même. Donc il est tout à fait normal que je parle de la femme. Et je pense aussi que dans le monde qu'on appelle musulman, surtout dans le monde qu'on appelle arabe, tant que le statut de la femme n'a pas changé, rien ne changera. On a beau se raconter démocratie, révolte, révolution, printemps. Non, le nœud, il est là. J'en ai connu en Algérie. Vous trouvez le gars, il est un grand démocrate, progressiste, etc. Quand il s'agit de la femme, rétraction, rétropédalage, et il revient aux archaïsmes. Donc, au fait, nous n'avons pas réglé deux grandes questions. Le lien avec la femme et le lien avec l'autre, l'altérité, celui qui ne partage pas nos croyances, notre histoire. Et nous n'avons pas encore apaisé. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On voile, pour nous voiler à nous-mêmes. On cache. Donc, c'est un peu ça. La première partie de la question, pardon, j'ai un peu... Non, c'était là. Est-ce que c'était un hommage aux femmes Oui, tout à fait. C'est un hommage aux femmes. Autant que le mot hommage qui dit tout et qui dit rien signifie, mais je pense que plutôt c'est une manière d'interroger le monde dans lequel je vis en interrogeant la place de la femme dans ce monde-là. Alors d'ailleurs, dans une interview que vous avez donnée, vous disiez réparer les femmes équivaut à réparer les peuples. Est-ce que c'est par les femmes que nous installerons la paix? Totalement. C'est les hommes qui commencent la guerre, toujours. Ouais. Mais ce sont les femmes qui donnent la vie, toujours. C'est comme ça. Donc, dans comment réparer le lien au monde, le lien à la vie, comment être heureux, accepter son corps, sa sexualité, sa sensualité, sa nudité. L'amour vous oblige à être nu au bout d'un moment. Ouais. Donc, c'est ainsi. Et puis, vous avez vu un taliban heureux? Jamais. Si nous détestons les femmes, nous ne serons jamais heureux. Certains disent, bon, de toute façon, on est à l'époque où on peut tous permettre, oui, il est féministe parce que ça plaît, etc. Je n'ai pas besoin de plaire, je peux plaire autrement. Mais je crois que je suis très égoïste. J'ai compris très tôt que sans qu'il y ait une santé dans ce lien vis-à-vis de la femme, je ne serai pas un homme stable et heureux. Donc, je ne peux pas être heureux si je n'ai pas ni ma mère, ni ma fille, ni mon épouse, ni les femmes autour de moi. Ça veut dire que c'est moi le problème. C'est le choix de votre titre du livre, Houri? Houri, ce sont les femmes dans le paradis. Les femmes, enfin, ce ne sont même pas des femmes, ce sont des objets sexuels. Elles sont éternellement jeunes, éternellement vierges, etc. Et au fait, c'est quelque chose de monstrueux, parce qu'on réduit la femme à un objet dans notre... Et donc moi, je voulais que le mot Houri, qui désigne ces femmes fantasmées, revienne, nous revienne. Les fascismes, quels qu'ils soient, s'accaparent nos mots d'abord. Ils nous volent des mots, ils les définissent, et après, on n'a plus de moyens de leur parler et de leur tenir tête. Moi, j'aime bien inverser. Je veux que le mot féminisme nous soit à nous, le mot laïque soit à nous, le mot Houri soit à nous, etc. C'est une manière de les réduire au silence. Alors dans votre livre, il est beaucoup question de mémoire. Hein. Une guerre civile dont on ne parle pas, la blessure de Aube qui force son entourage à se souvenir de ces temps, mais dont personne ne veut entendre parler. Aïssa, qui est votre deuxième personnage, qui est laissé vivant pour témoigner de ce qu'il a vu, mais en fait, il ne peut pas raconter l'histoire, personne ne veut l'entendre. Qu'est-ce que vous tirez comme enseignement sur cette amnésie, cette condamnation à ne pas parler, quelque part cette atteinte au réel? Non, à la fois c'est une déchirure, parce que j'estime que la vie, c'est vivre, ce n'est pas se souvenir. Mais j'estime aussi que ce souvenir nous donne un capital d'expérience, nous évite de refaire les mêmes erreurs et donc protège nos enfants aussi.
Mhm. Donc, un roman n'est pas bâti sur une bonne réponse, il est bâti sur la quête de la réponse. Est-ce que vivre, c'est se souvenir, ou est-ce que vivre et être heureux, c'est oublier? Il n'y a pas de bonne réponse, chacun fait son choix. Et dans ce que j'écris toujours depuis Meursault, et même avant, et même avec Uri, et même pour le prochain, c'est peut-être c'est comment sortir de la mémoire pour aller vers la vie. Je suis un enfant des indépendances. Et quand je me promène en Occident, on me pose des questions sur la guerre, comme si je venais de déposer les armes. Monsieur Daoud, qu'est-ce que vous pensez de telle déclaration sur le mémorial? Qu'est-ce que vous pensez de tel... Je rêve du post-colonial. Je rêve de sortir. Et le seul moyen de sortir, pour moi en tout cas, c'est ce que j'ai essayé d'imaginer dans Meursault. Un homme veut sortir de cette boucle. Le seul moyen, c'est d'oser aimer quelqu'un qui est vivant. Et il n'a pas pu dans Meursault contre enquête. Elle a pu dans Uri, et peut-être un jour moi-même, donc moi, je ne suis pas, c'est très paradoxal, et d'ailleurs ça me vaut beaucoup d'attaques, je ne suis pas un colonisé, et je ne suis pas un décolonisé. Mhm. Je suis moi-même le centre du monde, comme tout un chacun. Avec une note d'espoir, hein, comme votre dernier chapitre le laisse, qu'est-ce que vous avez envie que le lecteur retienne de ce livre? Quel message principal vous Qu'on peut souhaitez? avoir tort, qu'on peut souffrir, mais on est vivant. Désespérer, c'est le métier des pauvres. Le métier des gens qui sont dans la pauvreté du sens, et le métier des morts aussi. Nous sommes vivants. Nous devons espérer et construire. Si nous ne sommes pas convaincus, eh ben, faisons-le quand même par générosité par rapport à nos enfants. Tenons-nous debout, au moins sous leurs yeux. D'accord? Et après, on peut s'effondrer. Mais ce n'est pas question d'espoir au sens, oui, il faut garder de l'espoir. Il y a des situations, il y a un moment historique qui est désespérant. Je vois ce qu'il en est de l'Algérie. Pas l'Algérie réelle que j'adore, mais l'Algérie politique, c'est désespérant. L'état du monde est désespérant. Et je ne vais pas dire, oui, mais gardons espoir, ça ne veut rien dire. Ouais. C'est juste, qu'est-ce que nous pouvons faire d'autre? Et puis, par décence, faisons-le sous le regard de nos enfants. Et puis, s'il n'y a pas des raisons d'espérer, il y a des raisons de vivre, d'être heureux malgré tout ça. En fait, 3 catégories. Il y a les gens qui se noient avec le Titanic, il y a les gens qui arrivent à survivre après le Titanic, et puis cette scène magnifique où il y a des gens qui jouent au violon pendant que le Titanic coule. Je les adore. Très bien, Kamel. On va s'arrêter là pour cet échange. Merci de Merci nous à vous. avoir partagé votre point de vue et nous expliquer un peu votre langage intérieur et extérieur à travers ce livre. Merci beaucoup à vous. Merci. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode de Au gré des pages pour découvrir un nouvel auteur et un nouvel ouvrage. À bientôt.